Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News. Voici les titres de l'actualité qui, pour succéder à Ellen Johnson Sirleaf à la tête du Libéria, plus de 2000 électeurs ont voté ce mardi pour élire leur président. 20 candidats étaient en lice pour ce scrutin qui avait valeur de test pour la démocratie libérienne 14 ans après la fin de la guerre civile. Bonne performance de l'économie tunisienne, le pays a enregistré des progrès notamment dans le développement des infrastructures et cela grâce au plan quinquennal instauré en 2016. La Côte d'Ivoire a abrité du 7 au 8 octobre à Abidjan la 3e édition du championnat d'Afrique des Nations de Nantes-Budo, un art martial d'origine japonaise. 7 pays ont pris part à la compétition remportée par le Cameroun. Mais tout d'abord, le chef de l'opposition kenyane Raila Odinga annonce son retrait de la présidentielle du 26 octobre au Kenya. Ce scrutin organisé suite à l'invalidation en justice de la réélection du président sortant Uhuru Kenyatta le 8 août. Tenant compte des intérêts du peuple du Kenya, de la région et du monde, nous pensons que l'intérêt de tous sera mieux servi par l'abandon de la candidature présidentielle à l'élection prévue le 26 octobre, a déclaré l'opposant lors d'une conférence de presse ce mardi 10 octobre à Nairobi, la capitale. Aux urnes, citoyens libériens ce mardi 10 octobre, quelques 2,2 millions d'électeurs ont voté pour élire le successeur de Ellen Johnson Sirleaf, première femme présidente sur le continent. Ce scrutin avait valeur de test pour la démocratie 14 ans après la fin de la guerre civile. Ashley Duprat. Plus de 2 millions d'électeurs ont été appelés aux urnes ce mardi 10 octobre. 13 ans après avoir fondé son propre parti politique et avoir accédé au statut de sénateur, l'ex-footballeur George Weah reste parmi les favoris de cette élection. Et après le football, je continue à travailler. Je suis rendu au service du peuple libérien. Aujourd'hui, les gens ils ont confiance en moi. Face à lui, 19 autres candidats. On compte parmi eux, par exemple, l'ancien vice-président Joseph Boakai, chargé de défendre l'héritage de la première femme africaine présidente, mais aussi le géant des télécoms Benoni Urey ou encore l'ancien avocat Charles Brumskin. Et malgré les nombreux challenges auxquels sera confronté le nouveau président, plusieurs électeurs espèrent que le gouvernement pourra améliorer l'économie et maintenir la paix dans le pays. Cette élection sera la toute première fois que le Libéria passe par un processus de transition paisible. Nous avons observé que la jeunesse est activement engagée dans la politique, mais n'a jamais bénéficié des promesses qui viennent de l'autre côté. Les résultats du premier tour devraient être connus d'ici 48 heures. Selon la commission électorale, un second tour est à envisager, à moins qu'un candidat n'obtienne la majorité absolue dès le premier. Ils ont décidé d'enterrer la hache de guerre pour prendre le chemin de la paix, l'unité pour la Centrafrique, l'UPC et le Front populaire pour la renaissance de la Centrafrique. Les principaux groupes armés qui se combattaient ont signé un accord de paix ce lundi 9 octobre. Membres de la Seleka, les deux groupes s'affrontaient depuis plus d'un an dans la ville d'Ipi, région diamantifère du centre de la Centrafrique. En Tunisie, l'économie repart à la hausse grâce au plan quinquennal instauré en 2016. Ce plan prévoit notamment la création d'infrastructures, le renforcement de l'économie, une croissance de 3,5%, mais également la réduction du taux de chômage. Les détails avec Aïssatou Diamanka Besland. La Tunisie consolide son économie grâce au plan quinquennal 2016-2020. Le pays revient dans la course selon Hicham Eloumi, vice-président de l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat. L'amélioration de la situation sécuritaire, sociale et politique a également été un élément favorable pour l'économie du pays, qui a enregistré des progrès notamment dans le développement des infrastructures. La Tunisie veut obéir à une logique en termes de planification stratégique autour de ce plan 2016-2020. Toute la question aujourd'hui est comment mobiliser les investisseurs étrangers pour qu'ils viennent se brancher sur la vision que porte ce programme. La Tunisie aujourd'hui a pu en tout cas relever un défi qui est celui de la sécurité. Le plan quinquennal prévoit l'installation de 3 plateformes multinodales, mais également la création d'un pôle économique logistico-portuaire à Zarzis, dans le sud-est du pays. Objectif, renforcer le développement des échanges économiques avec ses voisins, la Libye et l'Algérie. La Tunisie présentait de nouveau ses programmes et ses priorités notamment cette réactivation du pôle industriel dans la région de Zarzis, qui est une sorte de free zone que le pouvoir tunisien souhaite
mettre en place. Cette région qui est une région carrefour permettant à l'Air Libye aussi d'avoir la possibilité d'entrer en résonance avec la Tunisie. Lancé en 2016, le plan quinquennal a été conçu pour réaliser un taux de croissance de 3,5% et réduire le taux de chômage pour la ramener à 12% à l'horizon 2020. En Égypte, Maha Sabri est une femme qui aide son mari dans son atelier de forge depuis 15 ans. Occasionnel au début, sa passion a fini par devenir son métier. Un travail stéréotypé qu'il domine désormais. Découverte avec Aïssatou Diamanka Beslant. Maha Sabri, la dame qui forge le fer à chaud. Elle est l'une des rares femmes forgerons en Égypte, une profession habituellement réservée aux hommes. À Alexandrie, la ville où elle exerce son travail, de nombreuses personnes n'ont toujours pas compris son choix. Les gens pensaient d'abord que je m'exhibais ou que je faisais ça pour le spectacle. Cependant, ce sont des gens qui ne connaissaient pas mon parcours. Honnêtement, Al-Sayed, mon mari, m'a encouragée et il ne se souciait pas de ce qu'il disait. Il m'a aidée. Les gens se moquaient de moi, mais je leur réponds, fais ce que je fais et tu verras. La famille de Maha Sabri a été frappée par des difficultés financières qui l'ont poussée à défier les traditions, mais aussi les pressions sociétales. Et enfin, assumer avec fierté le travail de forgeron qu'elle exerce avec passion et détermination aujourd'hui. Elle a été toutefois obligée de suspendre ses études pour apprendre les rouages du métier auprès de son mari, afin de subvenir aux besoins de leurs 3 enfants. Elle allait à ses examens et venait aussi aider à l'atelier. Elle rentrait finir son travail à la maison, puis revenait aider. Elle était là dans l'atelier et soudait pour les clients qui le demandaient. Parfois, j'avais des visites, mais c'est elle qui prenait ma place ici dans l'atelier. Elle aide tous ceux qui ont besoin d'une soudure. Elle s'occupe de tous les clients. Après 15 ans passés auprès de son mari, le couple a fini par acheter leur propre atelier. Ils ont ensuite créé une grande variété de structures en métallique. Leur produit phare, les portes en métal, devenues très populaires auprès des habitués. C'est un art martial d'origine japonaise, le Nanbudo. Les 7 et 8 octobre, la Côte d'Ivoire a accueilli le 7e championnat d'Afrique des Nations de ces disciplines. Une édition remportée par le Cameroun devant 7 autres pays participants. Reportage de notre correspondant Olivier Conan. Le Cameroun, champion d'Afrique des Nations de Nanbudo 2017. Les Camerounais ont remporté 17 médailles d'or. Les athlètes camerounais ont opéré une véritable razzia dans la compétition regroupant 6 pays. Ils se sont imposés dans plusieurs catégories et en équipe face au Burundi, la Côte d'Ivoire, la Centrafrique, le Sénégal et la Tunisie. En finale de combat par équipe, les Camerounais ont eu plus de ressources pour s'imposer à la Côte d'Ivoire 25-20. Pour le président de la Confédération africaine de Nanbudo, c'est le sport qui a véritablement gagné. Comme vous le savez, une jeunesse qui ne joue pas est une jeunesse malade. Il faudrait que les enfants jouent et ça a été une très belle occasion de jouer. Nous avons joué, c'est une très belle fête. Au moment où les lampions de ce 3e championnat d'Afrique s'éteignent, nous devons dire que c'est un sentiment de satisfaction qui anime l'Afrique tout entière, l'Afrique de Nanbudo tout entière. La Côte d'Ivoire, pays hôte, s'est contentée de la 2e marche du podium, comme lors de la précédente édition en 2016, en glanant seulement 3 médailles d'or. Pour l'encadrement technique et les athlètes ivoiriens, cela est le fait de l'arbitrage défaillant. Le comité arbitral n'a pas joué pleinement son rôle. Nos arbitres, à nous Ivoiriens, n'ont pas été à la hauteur de la tâche et du coup, ils ont laissé une largesse aux Camerounais qui n'ont fait que s'y introduire. La force, c'est qu'on se comprenait, on essayait de voir qu'est-ce que peut atteindre notre adversaire. Il n'y a pas de problème, c'est juste que ça va, ça se gérer entre les arbitres. On souhaiterait encore qu'il y ait plusieurs pays qui nous rejoignent pour que les compétitions soient vraiment encore plus denses. La Mauritanie a participé à la compétition en qualité d'observateur. La Côte d'Ivoire a organisé la compétition pour pallier la défection du Maroc. La 4e édition du championnat d'Afrique des Nations de Nanbudo se déroulera en 2017 au Sénégal. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Nous vous remercions pour votre fidélité. Dans un instant, une nouvelle édition de l'actualité sur Africa 24.